c'est bon? Oui. Merci. Eh bien, bonjour mesdames, messieurs, mesdemoiselles, chers invités. Bienvenue sur notre premier forum de la plateforme Sorocity lors de ce petit festival qui s'appelle Sorocity Open Festival. Ce petit festival inaugure notre première démarche d'ouverture vers toutes les femmes artistes désireuses de partager pour l'émancipation et l'ouverture à d'autres cultures au travers des arts, pour se soutenir mutuellement. Sorocity veut dire les sœurs dans la cité. Ici, nous partons de Bruxelles, d'Ixelles, mais l'objectif est vraiment, avec nos partenaires à Lille et dans le futur, d'être en Espagne, on espère la Pologne, l'Italie et dans d'autres pays européens, de vraiment créer du lien. À cette occasion, ici, nous avons démarré chez Culture République des enquêtes qualitatives, des enquêtes de terrain, avec des femmes artistes issues de communautés de culture musulmane au pluriel. Pourquoi? Parce que depuis le départ, nous sommes fort conscients que les femmes de culture musulmane sont parfois mises à mal de par leur choix d'un aspect religieux qui est représenté parfois par le port du voile, qui ne permet pas d'aller au-delà de la découverte de la personne, alors que beaucoup de femmes sont des artistes de talent, des femmes d'une grande émancipation et qui demandent à être connues et qui gagnent à être connues. Cette société aura tout à gagner de découvrir les différentes femmes artistes, qu'elles soient débutantes, en cours de développement, artistes affirmées, confirmées, enseignantes. Et l'objectif chez Culture République est vraiment de décloisonner, d'ouvrir et de faire connaître ces femmes artistes qui ont beaucoup à dire dans notre société en 2022 et dans le futur. Bienvenue à toutes. Alors je vais proposer que les artistes ici présentes fassent leur petite carte de visite, petite présentation personnelle. Je vais d'abord quand même présenter Daniel Aron, qui est professeur de dessin à l'Académie d'art graphique et visuel de Molenbeek. Fatima Samlali, artiste plasticienne, spécialisée aussi dans le digital, qui va aussi partager son expérience en tant que plasticienne et son expérience dans les académies. Maria Kelsey est argentine et est chanteuse et professeure de chant et travaille sur le corps et le chant comme moyen d'expression, et elle va développer par elle-même tout ce parcours et son expérience qui est aussi très très riche. Et nous avons Nawal, qui est d'origine libanaise, qui habite à Paris et qui est venue spécialement pour notre festival aussi ici à Bruxelles. Nawal démarre dans la chanson avec une envie fulgurante de décoller, et d'ailleurs nous avons eu la chance déjà d'entendre sa voix magnifique. Donc je vais proposer de démarrer avec Daniel pour notre petite présentation personnelle. Bonjour, je m'appelle Daniel Aron, je suis professeure depuis plus de 30 ans à l'Académie de dessin et des arts visuels de Molenbeek. Alors c'est un cours de dessin ouvert à tous. Je donne cours à des enfants, des adolescents et des adultes, pas au même moment. Alors il se fait que Molenbeek est une commune avec beaucoup de personnes issues de l'immigration. C'est un enseignement qui accueille, je pense, plus de 12 à 15 nationalités différentes. Et donc on est confronté à des différentes personnalités, des différentes cultures, à des approches différentes. Chaque élève vient en cours avec son bagage, son passé, son histoire. Et il n'y a pas que des élèves issus de l'immigration. C'est un endroit où il y a une très grande diversité socioculturelle. Il y a des élèves qui viennent aussi bien de Uccle que des gens qui viennent de Molenbeek ou des quartiers avoisinants. Et on essaye, en fait, je n'ai même pas essayé, il se fait que tout ça fonctionne extrêmement bien. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler après, mais
le fil conducteur de mon cours. Ça, c'est vraiment un objectif que je me donne. C'est d'accueillir chacun et de partir de son histoire et de la développer et de découvrir ce que chacun a envie à dire, à faire, parce que chacun, ça doit être un espace de convivialité et d'expression. Parce que quelles que soient nos origines, on a tous des choses à dire, on a tous une histoire, et cette histoire doit pouvoir être valorisée et exprimée. Et j'aide chaque personne, j'essaie en tout cas, d'aider chaque personne qui vient en cours à travailler ça et à pouvoir dire quelque chose en tout cas. Voilà. Merci Daniel. Bonjour, je m'appelle Fatima Salmani. J'ai été tout d'abord étudiante sur le tard à l'Académie de Colombie. Daniel était mon professeur de dessin. J'aimerais d'abord revenir un petit peu dans le temps pour faire une chronologie. À mes 18 ans, j'ai essayé de m'inscrire dans différentes académies de dessin. On m'a refusé, donc, clairement. J'ai essayé de trouver un appui dans la communauté musulmane aussi de dessin, c'est à vous. J'ai pas eu la force à 18 ans de me battre. Donc ça, c'était la fracture avec les institutions. Ensuite, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et au bout d'un moment, en fait, mon époux a vu que j'étais encore frustrée malgré tout ça, parce que j'ai eu une vie riche. J'ai eu une ASBL pendant presque 30 ans, des scouts et guides musulmans que j'ai créés donc, avec mon époux. On a tenu cette ASBL de manière bénévole, entièrement bénévole. Et donc, comme mon époux m'a vu que j'étais quand même frustrée, il m'a jeté à l'Académie de Molenbeek. Il m'a dit, tiens, tu vas t'inscrire. Il m'a mis vraiment, c'est vraiment, il m'a déposé à la porte. Il m'a dit, vas-y, tu rentres, je t'attends dehors, tu reviens quand tu es inscrite. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai eu mes premiers cours à l'Académie, ça a été une ouverture sur le monde pour ma part. C'était vraiment, j'avais l'impression d'être dans une cave parce qu'on m'avait bridé au niveau de l'art. Et là, je pouvais enfin, je me dis enfin, c'est mon second chez moi, c'est ma deuxième demeure, l'Académie de Molenbeek. Et là, j'y ai passé 12 années. J'ai terminé le cursus de dessin, je me suis épanouie vraiment à l'Académie et grâce à Daniel, grâce à son enseignement. Ensuite, je continue à créer voilà, des œuvres. Je continue ma vie d'artiste un petit peu à gauche et à droite. Voilà. Pour la présentation, je ne sais pas. Merci aussi. On démarre par la présentation. Alors Maria. Bonjour, merci France pour cette invitation. Je me sens honorée en tout cas d'être à côté des femmes artistes, musulmanes ou pas musulmanes. C'est pas ça, je crois, non plus l'objectif d'être femme et développer quelque chose. Moi, je suis chanteuse depuis tout le temps. Et après, par rapport à la culture que je viens, non, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chanter. Non, tu vas mourir. C'est quoi être chanteuse? Musicienne? Non, laisse tomber. Tu vas étudier quelque chose. Ok, j'ai cherché et j'ai étudié la logopédie. C'est quoi? Et ça m'aidait beaucoup à moi-même pour regarder, pour développer toujours la voix et toujours. Et qu'est-ce que c'est parce qu'on peut chanter, parce qu'on ne peut pas chanter. Pourquoi c'est ça? Tout le monde peut chanter. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Mais il n'y a pas tout le monde qui a le courage pour chanter. Et alors, c'est ça notre départ. Qu'est-ce que c'est mon chemin de toujours? Et dès que aussi, je suis compositrice. Et alors aussi, je me suis rencontrée avec plein de monde dans ce milieu que j'ai jamais eu un problème d'argent par rapport à mon profession. C'est toujours que j'ai développé quelque chose que c'est moi-même qui peut être autonome. Ça, c'est pas bien que je trouvais aussi un bon mari à l'époque.
Parce que parfois on laisse tomber, non, on a besoin de tout le monde. On va intégrer, on va utiliser cette puissance qu'il y en a des femmes, intégrer de l'amour, de tout ça. Et voilà, je peux parler des heures, hein, ça ma présentation. Actuellement, tu donnais cours jusque-là? Oui, je suis en train de développer une méthode qui s'appelle osteochamp. Mais ça devient aussi l'ostéochamp, c'est une mélange entre l'ostéopathie. Je me suis après formée par rapport à mon biographie et j'ai eu des trucs et après on va parler parce que c'est là que c'est l'appui de la résidence pour moi quand tu m'appelais me dire c'est ça quand je suis pensée pourquoi me demande à moi la résidence. Oui, on travaille, ok, mais ça c'est l'histoire et voilà, je donne cours de chant tout le temps. Ici à Saint-Gilles, la forêt, je travaille. Maintenant, depuis la pandémie, on a la chance d'être connecté avec tout le monde. J'ai des élèves partout. Donc tu donnes aussi des cours en ligne, online. Oui. Incroyable. Merci Maria. Et alors, Nawal, je te propose de faire ta présentation toi-même. Merci beaucoup de m'avoir proposé de me présenter. Donc, moi, je chante en tant qu'amatrice. Je me sens pas très à ma place en réalité, mais finalement, je me dis pourquoi pas jouer le jeu et donc vous raconter un peu de mon rapport au monde artistique. Donc, initialement, moi, j'ai toujours chanté mais en cachette depuis petite. Je suis issue d'une famille où finalement ils sont très conservateurs, donc la religion et le chant c'était incompatible. Et donc moi j'avais accepté ça et toute ma vie en fait je chantais que pour moi, pour faire plaisir. Et je dessinais aussi beaucoup. Et en fait il y a eu un choc par rapport au dessin. Enfin par exemple dans l'art plastique j'avais toujours 20 toutes les années. Et quand j'avais 14 ans, tous mes dessins ont été déchirés. Donc du coup ça m'a démotivée, donc j'ai pas continué, mais voilà, par exemple moi je me suis libérée quand même avec le aîné, le jaguar, donc j'en fais aussi sur la faute des gens. Ça m'a permis de me connecter aux humains et j'adore ça. Le aîné, c'est ça? Le jaguar, le aîné, c'est un autre aspect. Et le côté chant, finalement, comme pour moi j'étais pas trop autorisée à chanter, voilà, c'est resté quelque chose de flou pour moi. J'ai grandi, j'ai fait des études scientifiques. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois je faisais des diplômes, mais je n'allais pas forcément dans le travail où j'étais destinée. Par exemple, un premier master, ah bah non, tu peux pas travailler dans ça parce que tu es faite pour autre chose. Un autre master, ah bah non, mais vas-y, fais autre chose. Un autre master encore, ouais, mais il manque quelque chose. Et finalement, là aujourd'hui, j'ai 31 ans. C'est que cette année, et aussi, j'avoue, il y a quand même mon compagnon qui me soutient, que je me suis dit, bon allez, je vais exploiter ce côté de chant. Après, je suis admirative de tellement de gens qui chantent super bien, donc je me dis, pourquoi moi je chanterais, mais bon, aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à chanter, et je suis très contente que ça fasse plaisir. Voilà. et j'espère que j'en ferai vraiment un métier, une part de travail où je m'impliquerai, où je pourrais, pourquoi pas, écrire des chansons, faire des projets. Ce que j'ai découvert, c'est la lecture des livres des gens. En fait, je trouve ça magnifique finalement. Je le découvre là, pendant Summer City. Lire ce que les gens ont voulu écrire de leur vie, ça m'intéresse énormément. Et peut-être que ça peut être un côté que j'aimerais bien exploiter. Voilà. Oui, donc tu as découvert par les livres des autrices qui sont présentes ici. Exactement, notamment Suad Fila, son livre il m'a énormément inspirée. À chaque fois que je le lisais, en fait, il y a une mélodie qui s'ouvrait dans ma tête. Parce que finalement, mon cerveau, il trouvait des mélodies, j'avais envie de les chanter. À un moment dans le train, c'était plus fort que moi. Donc j'ai enregistré et j'ai fait dans le train. Et 4 personnes autour de moi, bravo, hein, et tout. J'ai fait, bon, bah, j'ai une page si vous voulez. Non, c'est pas grave. Donc voilà, ça fait des liens, ça crée des liens avec les humains. C'est trop bien. Voilà. Donc j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Noël. Mais effectivement, il y a quelque chose, d'une part intuitive, comme ça, finalement, de l'art, qui est presque plus fort que soi, qui est, de ce que j'entends chez chacune d'entre vous, c'est plus fort que soi, et l'art n'est pas toujours bien reconnu. Dans l'enquête que l'on fait, on parle vraiment du problème de la discrimination, en fait, déjà qui se passe
qu'on peut subir en tant que femme dans la société, et puis femme artiste, parce que c'est pas toujours reconnu, comme disait Maria, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le chant? Tu vas pas pouvoir en vivre, c'est pas un métier. C'est encore actuellement une réalité, bien qu'il y a une grande fracture, une grande séparation entre certains artistes d'art contemporain extrêmement reconnus pour lesquels il y a une spéculation, et puis tous les autres artistes qui partagent, font vibrer les personnes déjà eux-mêmes et les personnes au quotidien autour d'elles. Parce que je pense que aussi cette part d'art est quand même fondamentale. Est-ce que vous pourriez me raconter une anecdote de moments artistiques que vous avez vécu par vous-même ou en découvrant quelqu'un d'autre qui vous a vraiment fait résonner le sens du sens à ce moment-là? S'il y en a une qui veut prendre la parole en premier. J'ai une idée rapide en tête. Vas-y. Je faisais du babysitting. Et il y avait une petite de 2 ans, c'était sa petite sœur, 2 ans et 5 ans. Elle était sur mes bras et on dessinait ensemble. Et à un moment, moi je fredonnais, je chantais. Et là, elle me regarde avec ses petits yeux et elle me dit « Encore !» Et là, je rechante, du coup, je m'amuse en fait à voir qu'elle fait « Encore !» Et en fait, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais si un petit être vivant, que ça fait que 2 ans qu'il existe sur Terre, et il vibre dans son corps quand j'ai chanté, ça veut dire qu'on peut faire des trucs trop bien. Et les molécules, en fait, les molécules qui bougent, enfin, ça réveille tellement de choses. Voilà, ça c'est un exemple. Pour moi, ça me parle de la frustration. À l'époque, moi aussi j'avais des enfants petits, voilà, et la scène c'était très dur pour sortir à 10 heures de soir, et voilà, l'Argentine sont très tard, tous les événements. Et alors, j'ai arrêté de chanter, j'ai travaillé tellement dans l'enseignement et je me dédiquais à full travailler et avoir l'argent. Moi, je me suis passée toute ma vie entre performance, éducation et aussi la guérison. Comme un triangle. Ok, je vais pour soutenir l'artiste quand même. Et alors, pour faire sortir aussi. Mais à un moment donné, je m'arrête. Et voilà, et ça passait des années sans chanter, sans trouver des opportunités pour chanter, pour m'exprimer. En tant que chanteuse, oui, je chantais toujours dans les écoles, je ne sais pas. Mais à un moment donné, je me suis confrontée à moi-même, que j'étais frustrée quelque part, que je ne vais pas continuer comme ça. Il y avait quelque chose qui s'est devenu comme un cri, comme on perd l'espoir de la vie, ou comme on n'était plus jamais amoureuse, on dit « Oh, c'est quoi ça? C'est toujours gris, tout ça. » Je me suis rendu compte que j'avais laissé tomber quelque part. C'est là-bas que j'ai trouvé cet triangle, c'est à ce moment-là. Et j'avais presque plus de 35, 37, j'étais assez... J'avais laissé presque 10 ans de chanter. C'était fort, c'était tellement fort de revenir. Et c'était là que je me suis dit, ok, je ne vais plus laisser à toi, je me parlais à moi-même, je ne vais plus te laisser cacher. Quoi qu'ils arrivent, je vais continuer à chanter. C'est vital. C'était vital, c'était quelque force et là-bas, j'ai trouvé quelque chose qui, ok, c'est triangle, et je vais toujours bouger, même parce qu'après, tu dis, ok, je vais pas laisser aussi des autres trucs, mais voilà. Pour moi, c'est ça mon histoire qu'elle m'a fait dans ma vie. Merci. J'ai pas eu vraiment d'éléments déclencheurs parce que j'ai toujours adoré dessiner, je dessine depuis toute petite. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, comme je suis religieuse, je suis musulmane, on a tendance à se dire on se contente de ce que l'on a. Et je suis quelqu'un aussi, de par ma nature, je ne fais pas toujours attention à moi, c'est quelqu'un qui doit le faire pour moi. Là, c'est mon mari qui a senti le besoin que je devais vraiment dessiner. C'est là où il m'a jeté donc, à l'académie. Sinon, je n'étais pas consciente parce que je ne
pouvais continuer comme ça, avec des petits dessins, mais mes cours, je veux dire à l'école, mes bancs étaient remplis de dessins, mes cahiers, tout ce que je trouvais, là où je pouvais dessiner, je dessinais. Mais comme c'était tabou dans la communauté, je me suis faite à l'idée. J'ai laissé tomber, j'ai vraiment tué ça en moi. Et c'est seulement après, donc vraiment, mon époux, mon âme sœur, je vais dire mon âme sœur plutôt, lorsqu'il m'a jetée à l'académie, lorsque j'ai découvert l'académie, où là j'ai senti le manque réel dont j'avais sacrifié au fait cette partie-là de ma vie qui était là, qui était enfouie. Et heureusement, les professeurs, quelques années, ont su vraiment ouvrir la boîte. Et à ce moment-là, mais c'est vrai que ça allait dans tous les sens. Hein. Au début, j'ai adoré ça. C'est vraiment ça, à ce moment-là où. Voilà. Mais sinon, moi-même, je veux dire, de moi-même, je pense que j'aurais continué comme ça. Et en plus, tu persévères et tu vas vraiment dans un domaine très moderne artistique. Parce que tu parles d'un monde digital, tout le monde n'est pas capable et quelque part, il y a quelque chose d'extrêmement moderne de pouvoir aller découvrir l'art digital. Ce que j'adore en art, c'est vraiment tout ce que je peux toucher de nouveau. Dès que j'ai acquis une technique, je passe à la seconde. Et ainsi de suite. Pour ma part, il n'y a pas de limite. Il ne faut pas se limiter dedans. Parce que j'ai été assez limitée pendant. J'ai commencé vers 39 ans, c'est ça l'académie. Je me suis limitée pendant 39 ans. Donc là, il n'y a pas de limite. J'y vais. Là, je ne vais pas rechigner contre une technique, j'adore tout. Et le numérique me touche aussi parce qu'il ouvre un champ encore plus grand. Je peux toucher l'international avec le net. Oui. Et la 3D. Actuellement, je suis aussi non seulement dans le digital, mais je débute la 3D. Pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Non, je ne veux pas me limiter. Là, j'ai découvert, on m'a donné la liberté. Grâce à l'art, je suis libre. Et là, je vole. Je vais vers l'espace, si on veut dire, au-delà de l'infini. Oui, c'est magnifique parce que c'est par lui dire que j'ai pu découvrir Fatima, que j'avais découvert par différents biais. Et vous pouvez découvrir ici dans l'exposition, ici le plan de la Révanda. Et c'est tout près le travail de Fatima qui est aussi bien numérique que manuel, parce que tu n'as pas peur d'aller dans le détail et dans la patience. Et donc je vous inviterai vraiment à découvrir, on mettra sur le site lien Instagram. De la méditation, c'est vraiment quand on est plongé dans le sujet qu'on développe et dans la technique, peu importe, hein, je vais dire ce qu'on veut dire. J'ai trouvé que l'expression artistique, peu importe la technique, hein, je parle en général, c'est un formidable outil où je peux dire ce que j'ai à dire. Je ne supporte pas l'injustice, mais là, j'ai pas besoin de faire de manifestation ou bien de. Voilà. Non, c'est vraiment créer quelque chose, laisser une trace, parce que je trouve que les artistes sont témoins de leur époque, et en tant qu'humain, en tant qu'être humain, pour ma part, je suis sensibilisée à tout ce qui est injustice, donc j'ai tendance à aller vers ce thème-là, mais quand je suis dedans, il n'y a plus rien d'autre. Je dirais mes enfants, mon époux, peu importe, mais il n'y a vraiment plus rien d'autre. Il n'y a que ça dans ma tête. Et c'est extrêmement jouissif. Bien entendre ça. Merci. Et puis tu parles vraiment effectivement, tu as un travail sur les droits de l'homme et aussi des poésies soufis. Les droits de l'homme, c'est né à partir de 2016, des attentats de 2016. À ce moment-là, le monde est arrivé sur les musulmans, on devait justifier, on devait expliquer. Je me suis justifiée toute ma vie déjà pour porter le voile. Alors là, il fallait justifier pourquoi se faire éclater à l'aéroport ou dans les métros, alors que moi-même, je n'ai rien fait, je n'ai rien demandé. Et c'est contraire à mes valeurs, en tout cas. C'est contraire à mes valeurs, c'est contraire à ce que je défends. Et j'étais en train de réfléchir quel est le meilleur moyen
pour le faire savoir, en fait c'est un cri. C'est un cri, et puis quand j'ai lu le texte, j'ai lu énormément de textes, hein, Gandhi, Martin Luther King, pour voir un petit peu qui je pourrais associer à mes œuvres. Et finalement, le texte des droits de l'homme, tout est dit. Mais vraiment, tout est dit dedans. Je me dis, si les 148 pays qui ont signé les accords des droits de l'homme faisaient avec ces articles, il n'y aurait pas de problème dans le monde. Mais moi j'ai entendu que Gandhi battait sa femme. Il y a des dossiers qui ressortent après. oh mon Dieu. Oui, mais ça c'est notre... Dans le mythe, c'est mais ça va, j'ai pris les droits de l'homme, j'ai pas pris une gomme. Après, il s'est calmé. C'est pour ça peut-être vraiment que les femmes ont des choses à dire. Bon, il y a peut-être des femmes qui battent les hommes, hein, et il y a des femmes qui sont pas bien avec les hommes non plus. Mais effectivement, je pense que, comme tu dis, prendre conscience et en fait, à travers l'art, transmettre des messages, appuyer des messages, refaire sortir des messages, parce que je pense que les grands textes, les grandes idées, les grands cris de justice existent depuis tous les temps, à travers d'ailleurs toutes les communautés, toutes les religions, toutes les époques, mais qu'il faut rappeler sans cesse. Donc on parle vraiment je vais venir à toi dans un instant, que l'art a plusieurs fonctions, dont le véhicule pour s'élever, enfin ce qu'on appelle des veilles personnelles, c'est une sorte de travail d'éveil personnel à travers l'art, mais aussi le véhicule de transmission de messages, de communication avec l'extérieur, parler de choses essentielles, peut-être moins essentielles, mais pour communiquer avec d'autres personnes à travers la forme d'art qu'on pratique. Mais je vais revenir à notre notion justement d'éveil, peut-être des éveils personnels. Daniel, tu as dû en voir beaucoup à travers des passages de tes étudiants et étudiantes de communautés diverses. Parce que la force de l'Académie Molenbeek a bien une qualité spéciale, c'est que peu de personnes se sentent bien accueillies dans les académies. Nous avons une expérience donnée par Julie Damoussine, qui a des années s'est présentée à l'académie, et on lui a dit qu'elle ne pouvait pas continuer les cours parce qu'elle portait le voile. Et la classe, dans sa classe, il y a une pétition pour qu'elle reste. Et toute la classe s'est rassemblée, ils ont signé des pétitions pour qu'elle puisse rester à l'école. Suite à ça, à l'école, ils ont dit, et bien sûr, vous pouvez rester, évidemment, on ne demande que ça. Mais enlevez votre voile. Donc ils n'ont rien compris. Et à l'Académie Molenbeek, je pense qu'ils ont réussi à comprendre que c'était un non-sujet et que quelque part, c'est vraiment aussi une notion qu'on voudrait justement enlever, c'est cette question du voile pour que ça devienne un non-sujet et qu'on ne fasse pas de discrimination par rapport au fait qu'on porte un voile. Il y a bien des personnes qui se teignent les cheveux de toutes les couleurs, avec des cheveux courts ou longs. Si on pouvait cesser cette distinction et accueillir tout un chacune. Et donc, Daniel, partagez-nous. Mais effectivement, ce sont des questions qui ont été réfléchies en réunion, parce que c'est une décision collégiale des professeurs et du directeur, donc c'est des questions qui ont été évoquées. Et donc, on a évidemment tous décidé d'accepter le voile, pratiquement d'un commun accord, parce que déjà, par expérience, on était à l'académie dans ce lieu où il y a d'office beaucoup de population maghrébine et musulmane, et surtout et ça a été un bonheur pour nous d'avoir une élève comme toi, parce que Fatima est sortie avec la plus grande distinction en dernière année d'études, ce qui n'est pas banal quand même, hein, pour une jeune femme de l'immigration avec son voile, c'est complètement atypique, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Voilà. J'ai envie de revenir et faire une petite parenthèse par rapport à la première question. La question précédente, c'est que moi je ne suis pas musulmane, je suis née en Belgique, mais en tant que femme, j'ai aussi une période difficile où toutes les femmes qui ont des enfants doivent mettre un peu leur passion entre parenthèses, ou ce qui les habite entre parenthèses. Et donc moi, pendant 10-15 ans, j'ai pas fait grand-chose, j'ai attendu que mes enfants soient plus autonomes pour enfin recommencer
à travailler pour moi, donc à créer, parce que les enseignants à l'académie sont tous des artistes enseignants, on est engagés pour ça. Et donc moi, pendant tout un temps, je me sentais pas bien avec ça, et donc j'ai dû attendre quand même un certain temps avant de pouvoir m'y mettre. Et c'est nécessaire à la réalisation de soi, c'est nécessaire pour se trouver bien avec soi, de faire quelque chose qui est à soi, purement à soi. Et donc, je comprends d'autant plus pour chacun des élèves qui vient en cours qu'avoir accès à ce moment où on trouve vraiment ce qui est à soi, le moyen d'exprimer les choses qui sont vraiment à soi. C'est pas facile de trouver ce qui est à soi, c'est tout un cheminement. C'est tellement important. Et voilà, c'est surtout le respect de la personne qui vient et pour l'accompagner. Enfin voilà. Je trouvais que c'est trois choses à raconter. Elle est géniale. Merci l'enseignant. Merci beaucoup. J'aimerais bien vous parler de la résilience donc, par l'art. Ce thème général qui... Quelqu'un m'a dit, mais en fait, l'art et résilience, c'est un pléonasme. Parce que le fait de faire de l'art, c'est déjà être en développement personnel. Et donc, on parle aussi, il y a plusieurs aspects de la résilience qui sont aussi de pouvoir vivre dans notre... C'est pas nécessairement une résilience, parce qu'on peut parler de la fameuse humaine résiliente par rapport à la discrimination, etc. Mais ce n'est pas nécessairement ça. La question, c'est que nous sommes en 2022, dans une époque assez difficile, où il y a peut-être des fossés qui se créent de plus en plus dans les sociétés avec les différences de classe, avec un surenvahissement de médias par Internet, que ce soit des Facebook, et une occupation d'esprit par ce genre d'éléments. Et ce qui nous intéressait, c'est aussi de voir cette résilience, de pouvoir être une personne qui parvient à s'exprimer au travers de tout et de se dresser et de développer quelque chose de sain en soi dans ce monde actuel. Alors, c'est pour ça que je voulais voir avec vous cette question de résilience. Si vous avez envie de partager ce que vous voyez ou ce que vous aimeriez voir, pouvoir exister en tant que soutien. En tant que soutien pour pouvoir avancer en tant que vous-même, en tant que résilient dans la société. Donc, est-ce que vous vous sentez comme des personnes qui vous dressez dans la société pour vous ancrer et manifester des choses, des appels? Est-ce que vous comprenez ma question? Non. Ça me fait penser à une image. Après, peut-être que tu peux redéfinir la question pour plus s'affiner, mais en tout cas, l'image que j'ai de la résilience, pour juste être sûre de ne pas moi-même partir sur un autre sujet, c'est comme si par exemple j'étais une graine d'une plante et que j'étais dans une terre qui n'est pas fertile, je ne suis pas arrosée, je n'ai pas de soleil, et pourtant je cherche quand même à pousser et à donner des plantes et des fruits, pourquoi pas un jour. Du coup, c'est comme ça que souvent, toute seule, en tout cas, je me disais, des fois en fait, dans mon cerveau, c'était tellement le brouillard que cette image de plante, elle me rassurait. Je me disais, mais moi en fait, je suis une plante, la terre elle est aride, mais je force et j'arrive quand même à sortir. Donc, malgré le fait que la voix se casse, parce qu'on est triste, on essaie de s'exprimer, donc pourtant c'est l'outil principal qui permet de chanter quand il faut faire une prestation, malgré le fait que les émotions sont très difficiles, compliquées, donc ça remonte à la gorge et ça serre et ça empêche de faire sortir la voix. Malgré ça, et dès qu'on voit la joie que ça peut procurer, il y a en fait c'est une magie divine, pour moi, je le vois comme ça, qui, voilà, comme si c'était un cadeau de Dieu, il me donne et moi je l'utilise et je me fais plaisir moi-même, parce que c'est thérapeutique aussi. Et puis quelque part, il y a des oreilles à côté qui en profitent et finalement, c'est un très beau, c'est magnifique en fait. Même si la voix est un peu cassée,
on a envie de réparer, on est un peu triste, je suis un peu perfectionniste, je préfère faire un truc bien. On se dit, allez, c'est pas grave, résilience. On accepte et on fait avec. Et on se dit peut-être la prochaine fois, ce sera mieux. On fait avec l'espace-temps. Donc tu le vois vraiment comme quelque chose de... En fait, il y a un peu l'image de la fleur de lotus qui pousse dans la boue et qui s'épanouit magnifiquement, que parfois les difficultés nous amènent vraiment justement à sortir quelque chose de peut-être encore plus profond au niveau de l'expression artistique. D'ailleurs, je regarde plusieurs des artistes ici qui ont certaines d'entre elles des combats assez importants dans leur vie privée, qui fait qu'après elles expriment de façon très puissante au travers de l'art, et au point que ça en fait tirer les larmes, c'est-à-dire les larmes des yeux, mais aussi ce côté de résilience, comme tu dis, au travers on y va. Quoi qu'il arrive, peut-être enlever le jugement et continuer à avancer. Peut-être ma question n'étant pas claire, c'est cette question justement, la résilience, c'est aussi le fait donc de, parce que plusieurs vous êtes, tu l'as déjà bien exprimé par rapport à la nécessité de faire de l'art, de le pratiquer, et que finalement c'est un feu puissant en toi, et que tu pratiques au-delà de tout. Et bien sûr que tu gagnes à être connu, bien sûr, la plupart de vous, les artistes, gagnent à être connus. Alors parfois le chemin pour les femmes, d'ailleurs, on voit dans la société, c'est parfois beaucoup plus difficile pour une femme de se faire reconnaître que pour un homme. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous le vivez encore actuellement? Maria, est-ce que tu as cette sensation ou est-ce que tu sens qu'il y a vraiment... Je sens qu'en tant que femme, on a vraiment changé des choses, mais ils sont encore en train d'être en place. On n'a pas la place. Toi aussi, tu as parlé de place. Je crois que ça, c'est un sujet très différent de la résilience. Pour moi, je trouve que c'est la place. Qu'est-ce que c'est la place des femmes dans tant de musiciens-chanteuses, ou d'être reconnues comme compositrice, par exemple. À l'époque, j'étais entourée pas mal des hommes, mais ils faisaient un truc génial et tout le monde l'a entendu. Et moi, j'arrivais avec des trucs, mais peut-être que c'était pas génial à l'époque, je sais pas, parce que c'est subjectif. Là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, ok, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Non, c'est un truc, mais la résilience, ça m'a aidé moi-même d'être fort et croyer en moi-même, en mon projet. Moi, tu aimes bien ça? Ok, continue. Tu ne vas pas être influencé aussi. Chacun dit, ah oui, ça c'est bon. Non, les hommes, les hommes à l'époque, je ne sais pas, l'Argentine c'est tellement machiste, je suis désolée. On est tellement. Oui, mais les hommes, ils jouent fort et. Voilà, je me suis entourée après, tournée dans des amis femmes et on créé des trucs, des coopérations, et pas de compétition parce que et maintenant je suis avec aussi des hommes, des femmes, n'importe quoi, mais c'est une question de si tu te trouves bien à ta place, à ta peau, où est-ce que tu te sens reconnu, ou si toi-même tu reconnais ce qui se passe à ce moment-là, parce que là c'est éphémère. Tu fais un truc, voilà, maintenant on a tout ça, mais je suis de l'époque qui n'avait rien, et qui a l'impression que tu dois laisser à ce moment-là, et qu'après tu partes et tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est changé. C'est ça la voie. Mais la résilience, pour moi, c'est quelque chose qui te fait transcender ton traumatisme, quel que ce qui t'est passé dans l'époque, ou qu'est-ce que tu passes actuellement, et qu'avec ça, tu peux transformer ça en élixir. Les poisons, on dit en bouddhisme, des poisons en élixir. Ça va être l'essence de ta nouvelle chanson. Ça va être l'essence de comment tu te positionnes, ta place. Et tu ne te laisses pas battre pour les situations. Parfois, les situations, mais c'est ça, les deux points de vue. La vie, c'est horrible ou la vie, c'est aimable. C'est tellement dur, c'est hostile, ou
c'est ça. Et pour moi, c'est une question de chaque jour. Je me pose cette question, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais être en tant que femme? Qu'est-ce que je vais donner aujourd'hui? C'est pas, qu'est-ce qu'il y a le monde pour moi? Non, qu'est-ce que je peux donner en tant qu'artiste, encore? Mais c'est chaque jour. Les jours que je pose cette question, ça va pas. Ça va pas. Je me suis envolée par le vent, il y a tellement de... Mais les jours que je dis, ok, c'est moi, qu'est-ce que je vais être en tant que résilient? Moi, je me sens tellement résilient de cette vie. Je crois qu'elle va être résiliente toute ma vie parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver encore. Je ne sais pas si c'était un Si, tout à fait. Et tu me disais que dans les cours que tu donnes, parce que tu travailles la voix, parce que ça c'est pour toi, mais aussi tu accueilles des personnes qui travaillent la voix, qui découvrent, et tu dis que ça aussi il se passe quelque chose de très important chez ces personnes qui suivent le cours de voix. J'ai hâte de suivre des cours, si j'ai bien en ligne. Bien, mais je dis que c'est un co-learning, co-apprendre, parce que moi je n'ai toujours, je dis qu'on est tous des planètes. Et on est tous une planète, un univers différent. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux m'apporter et je ne sais pas qu'est-ce que moi. Je deviens à la simplicité. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut parler, tout le monde. Mais il y a quelque chose dans la tête ou les émotions ou les désirs qui nous empêchent. Mais c'est entre nous et nous. C'est pas les autres. Ah oui, je vais chanter pour qui veut. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Il n'y a rien à dire, chante. Quelque chose de beau, c'est ça là. Mais la vision de la beauté, c'est quoi la beauté? C'est magnifique ce que tu as dit. Je remarque juste une précision. Les oiseaux chantent et même eux, en fait, ils connaissent leur moment. C'est-à-dire, ils chantent tout le temps, toute la journée. Ils chantent le matin, au lever du soleil. Puis peut-être après, quand ils doivent partir le soir, mais en tout cas, ils chantent à des moments tellement pertinents. Peut-être que nous aussi, on doit apprendre à utiliser notre voix et à chanter au moment où au moment où c'est pertinent dans le cycle en fait, de la journée ou de la vie. Voilà. Et les femmes qui viennent et les hommes, parfois il y a tellement c'était abusé, c'était violé, ils commencent à chanter, ils commencent à pleurer. Tout de suite, comme ça. Il ne peut pas continuer. Et tu dis, ok, ok, on y va. Tu ne passes ça, seulement ça, c'est un moment ok. Oui, c'est très important. Oui, c'est important parce qu'effectivement, de façon générale, comme disait Daniel, que c'est un moment à soi, savoir quelque chose à soi, et que beaucoup de personnes ne se sentent pas légitimes. Peu d'artistes et femmes arrivent à trouver leur légitimité. Il y en a ici qui, je pense, qui ne se sentaient pas nécessairement légitimes d'exposer ici sur les murs, alors que nous sommes déjà, chez Culture République, on va rester humbles, nous sommes un très bel endroit, nous sommes en plein démarrage, mais ce qu'on entend, et dans les enquêtes que j'entends, c'est cette légitimité à pratiquer, à montrer son art, à le faire, que ce soit par le chant, que ce soit par la réalisation, parce qu'il y a Louisa Gerdawi qui est réalisatrice, qui crée ses courts-métrages avec force et courage et passion et tous ces petits sous, et ces gros sous, et qui essaie aussi de se dire, bon oui, je peux, je veux, j'en ai tellement envie, je veux y avoir droit. Et en fait, c'est vraiment cette légitimité. Je rencontre souvent ce souci de légitimité chez les personnes, c'est de oser écouter leur vie et leur être et de commencer à pratiquer. Je pense, Daniel, toi, tu es vraiment quelqu'un qui... J'ai rencontré plusieurs... Enfin, j'ai plein d'anecdotes à raconter. Hein. Je ne sais pas si on n'a pas le temps de toutes les évoquer, mais il y en a deux qui sont un peu extrêmes et dont j'ai quand même envie de parler. C'est une élève qui arrivait à entrer dans des états un peu alcooliques, en plus mauvais état, et du fait que cette dame avait été abusée par son père. Et donc,
elle s'est accrochée et elle a vraiment accepté, mais pas tout de suite parce que je ne connaissais pas du tout son histoire, accepté de livrer tout ça dans son travail. Et elle brode, donc c'est un travail éminemment féminin, et elle brode des choses terribles sur des petites culottes de petites filles, sur des seins et des hommes, et elle brode son histoire traumatique sur ces symboles masculins, féminins. C'est d'une force, enfin j'ai rien qu'en parler, j'ai des poils. Enfin voilà, et elle ne va plus jamais s'arrêter, je pense. Elle a trouvé le moyen de dire les choses, elle va beaucoup mieux. Elle est là depuis quelques années. Et bon, c'est un parcours comme ça, je me dis, on a servi à ça, c'est extraordinaire. Enfin voilà, ça c'est un exemple extrême, hein, mais bon, c'est un exemple. Elle a trouvé suffisamment de chaleur, d'encouragement, sans doute, dans ce lieu où tout le monde l'a encouragée, finalement. Voilà. Et alors, un autre exemple, c'est une dame orpheline qui n'a jamais été à l'école, elle a terminé ses primaires, elle habite dans le quartier. C'est une dame belge qui a vécu dans un orphelinat et elle nous a raconté que depuis toujours, elle voulait rentrer dans ce bâtiment qui est assez impressionnant. L'Académie, c'est un bâtiment qui date d'il y a 150 ans, très imposant, comme le palais de justice, enfin j'exagère, mais elle n'osait pas passer le pas de la porte. C'est Yvette, tu la connais peut-être. Et elle a fini par passer le pas de la porte, elle est arrivée au cours, elle était terrorisée, elle m'a raconté après qu'elle est rentrée chez elle, elle s'est mise à pleurer en disant ça n'irait jamais. Elle a continué. Elle a terminé le cours de dessin merveilleusement bien, elle a fait le cours de céramique, puis elle a fait en sculpture, elle a fait la taupe. Enfin bref, elle n'arrêtera plus jamais de créer et elle a trouvé voilà, son moyen d'expression et de transcender tout ça. Quoi. Enfin, voilà, elle fait partie d'un personnage à l'Académie qui est extraordinaire. Voilà, moi je trouve que c'est un peu notre raison d'être. On a ce rôle social et culturel primordial dans ce lieu, à l'Académie à Molenbeek, ce lieu d'unicité. Enfin voilà, je trouve que ce sont des très belles histoires. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tout faire. J'ai un petit exemple. En fait, comme quoi l'art, ça peut se transposer sur plusieurs choses, même des fruits. Parce que quand on parle de choses où on a l'impression que c'est impossible, notamment des maladies. Je connais une amie, d'ailleurs, son compte c'est Armand Fruit. Elle a le canal carpien dans les deux mains. Elle a fait des opérations, ils ont dû ouvrir la main pour lui soigner. Donc potentiellement, on se dit, avoir une opération aux deux mains, on ne peut pas les utiliser. Enfin, pour moi, je me dis, c'est tellement précieux. Comment elle a fait? Et finalement, c'est à la quarantaine qu'elle s'est découverte cette passion pour le fait de sculpter les fruits et de proposer des plateaux pleins de fruits de saison. Et elle va les vendre en fait à des événements festifs où ça réunit les gens. Et là, quand elle me raconte qu'en fait elle a eu les opérations aux deux mains et que quand elle fait quoi que ce soit de tâche dans son quotidien, elle a mal, elle a toujours cette gêne. Mais dès qu'elle travaille les fruits, alors c'est un travail minutieux, il faut éplucher, il faut couper, il faut ceci, elle ne ressent aucune douleur. Donc pour moi, ça m'a réveillé un truc, quel que soit l'âge, quels que soient les obstacles ou la maladie, en fait il y a une magie dans l'art qui est que tout est possible, parce qu'il y a un truc qui réveille une possibilité. On apprend chaque jour en fait. Donc je voulais vous partager. Enfin, moi j'ai une anecdote par rapport au Covid. On a été donc, tous confinés chez nous pendant beaucoup de gens travaillaient en télétravail. Et nous, on a eu la chance de pouvoir continuer à accueillir nos élèves, on devait respecter les distances et tout. Mais les élèves sont venus. Malgré les difficultés, les distances qu'il fallait respecter, on a donné cours avec le masque, le modèle avait un masque. Et c'était un moment merveilleux parce que c'était un des rares endroits où les gens, pendant cette période, ont pu continuer à venir, à se voir, se rencontrer, se parler, faire une activité commune. Et c'était la bouée, enfin l'oxygène dans la semaine de ces élèves qui venaient pendant le confinement, où c'était ce lieu où ils pouvaient enfin vivre un petit peu normalement. Enfin, voilà. C'est l'Académie, c'est le fait de pouvoir dessiner, s'exprimer. Enfin, voilà. Je voudrais rebondir sur t'as mis la remarque que c'est vrai que c'est pour les femmes, le fait des mariés, on en a parlé ici, c'est vrai que dans la communauté musulmane, mais aussi
aussi, je viens dans la communauté du coup, c'est vrai que les femmes sont un petit peu, au niveau artistique, c'est un petit peu. Elles ont moins de valeur, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elles ont moins de valeur, mais encore plus dans la communauté musulmane, parce que c'est une activité du mercredi après-midi. C'est aussi simple que ça. Et ça ne doit pas dépasser la calligraphie ou autre chose. Hein. Donc ça, c'est encore un combat qui est encore plus dur à mener. Récemment, on m'a fait remarquer que moi, j'ai fait de l'art numérique et qu'actuellement, c'est un monde d'hommes. Donc, à mon avis, je vais être confrontée également encore à ça. Mais bon, je ne vais pas réfléchir à ça, je me dis j'y vais, je fonce dans le tas et puis on verra ce que ça va donner. Mais je crois que c'est le rôle de toutes les femmes. Je crois que c'est dans toutes les disciplines, pas seulement que là. J'ai l'impression qu'ils doivent encore prouver, y aller encore plus loin et se donner pour récupérer la place qu'il faudrait. Et par ce geste, c'est de la résilience. Parce qu'on continue à avancer, malgré tout. Il faut. Oui, j'ai l'impression de nager à contre-courant souvent. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'à force d'avoir tout ça, on a l'impression des fois de nager à contre-courant. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'à force, je m'exprime vraiment avec mon cœur. En fait, moi à la base, j'ai pas envie spécialement de tout le temps réfléchir à la différence homme-femme. Je considère que ce monde est fait des hommes et des femmes et nous sommes une équipe en fait. On est censé juste être ensemble et produire encore mieux. Sauf que il y a comme un aspect, je pense que c'est de la part de la frustration d'un individu, quel que soit son genre, homme ou femme. Ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ou ça peut être voilà, une personne qui est malade psychologiquement et qui en fait finalement a fait un acte ou a eu une pensée. À un moment, c'était une personne peut-être qui avait une place, un pouvoir dans un microcosme ou un état, enfin bon, en tout cas il a eu une influence sur une pensée à la base qui était subjective à lui et peut-être que ça s'est transmis, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai l'impression que finalement ça nous éloigne de l'essence même. La psychologie de foule, après ça s'est transposé, on a peur d'être exclu, on a peur d'être à part de la société, donc on s'aligne un peu aux lois, aux règles générales qu'on nous impose en disant « Ah non, les femmes, c'est plus ça, ah, les hommes, c'est plus ça, attends, t'es un garçon, faut pas que tu joues avec les Barbies, enfin, tout est lié, hein, tout est lié. » Et à force de véhiculer ces mentalités réductrices, en fait, ça s'imprègne, et ensuite on grandit, et on se dit, bah ouais, moi je suis une fille, je suis pas légitime de faire ceci ou cela. Enfin, visuellement, on n'a tellement pas de quoi s'identifier dans l'art, voilà, que du coup, on se met des freins soi-même et on réduit les capacités intellectuelles humaines de façon plus générale. Et finalement, l'idée où je voulais en venir, c'est qu'à force, on participe tous les deux, hommes et femmes, à cette déchéance, parce que ceux qui en manquent de confiance ou qui pensent, et ceux qui se disent bah oui, attends, moi je suis un homme, il faut que je m'affirme, sinon on dirait que je suis pas un homme, déséquilibre. Et finalement, ces gens qui de base sont nos alliés deviennent des obstacles. Et à la base, c'est dommage parce qu'on les aime, mais ils deviennent des obstacles pour nous. On se retrouve dans un combat, on se retrouve à perdre du temps dans un combat où la majorité de une part de notre discussion, on disait la place de la femme, ou bien il y a beaucoup de misogynie. C'est-à-dire qu'on rentre dans des termes, désolée de prendre autant de temps, je vais essayer de finir mon idée, où à la base, mais c'est dommage, c'est une perte de temps. Parce que moi j'aurais préféré que tous ces hommes, ce soient nos alliés, tout comme eux, ils auront potentiellement des choses artistiques à nous proposer. Et au lieu de voir le genre, de juste voir la création artistique en soi. Et malheureusement, on devient injuste. Parce que nous-mêmes, femmes, qui à la base étaient victimes, peut-être, on finit par être injuste avec cet homme qui finalement, à force, on dit oh, je suis fatiguée. Donc on commence à avoir des attitudes toxiques et c'est dommage, ça ne nous permet pas de construire. Et finalement, l'art, ce qui est magnifique dans l'art, c'est que ça nous permet de nous focaliser sur l'essentiel, voilà, de produire quelque chose. J'espère qu'en tout cas, on sera assez fort pour produire et pour créer la synergie, en tout cas, et ne pas se dire, voilà, on est des femmes, on est fortes, nous, on a besoin des hommes. Tout un... Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est juste et on est aussi dans un monde qui change. On voit bien la jeunesse qui est aussi en train de chercher un équilibre
dans justement la question du genre. C'est assez nouveau, ce genre de choses. Mais je pense aussi tout à fait que avec les hommes d'un côté, bon, il y a encore des injustices, les salaires des hommes sont toujours plus élevés que ceux des femmes, à plein de niveaux. On voyait les golfeuses hier, les joueurs de foot avant-hier, etc. Et il y a toute cette question et on avance tout doucement. Je pense qu'on avance tout doucement et je pense que si on pense à ce livre King Kong Theory qui parle de l'émancipation de la femme et qui à la fin du roman on parle vraiment de mais messieurs, allez-y, faites votre révolution parce que il y a place, nos parents ont été éduqués, l'homme ne peut pas pleurer, on doit être fort, la femme, il est un peu au-dessus de la femme et quelque part il s'appuyait sur la femme pour donner sa prestance. Maintenant la femme est beaucoup plus autonome, beaucoup plus de femmes vivent même seules avec les enfants et ils sont complètement autonomes. Donc l'idée n'est pas du tout de se mettre en porte-à-faux, en division. Et j'aimerais bien amener justement cette notion, cette question justement, puisque Sorority, c'est une histoire de sœurs. On ne va pas dire qu'on est dans un monde peace and love, on va tous s'aimer parce que c'est pas naturel non plus, mais au moins se respecter. Et j'aimerais bien partager ou surtout vous demander, dans le cadre de Sorority, de cette plateforme qui se crée, où il y aura des ouvertures à des expositions, des échanges, des accueils, de travaux de femmes, de travaux artistiques, de partage artistique. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se faire? Est-ce que vous avez une idée? Voilà, est-ce que vous avez des suggestions, puisqu'on en est au balbutiement de ce projet Sorority, de ce que vous auriez en tête de voir se faire sur l'esprit de sororité et de partage? France, oui. Je suis venue, désolée, en retard, donc tu vas peut-être expliquer, tu poses la question uniquement aux intervenants ou bien à la salle? Vous pouvez participer, nous avons les intervenants, mais si tu veux participer, tu vas venir jusqu'ici pour qu'on t'entende. Ou alors tu vas parler bien fort. Ah, bien. C'était une question, c'était juste la question. Oui, puisque non, nous avons les intervenants parce que nous avions envie ici pour aujourd'hui de présenter 4 artistes différentes, puisqu'on est sur partie de femmes issues du culture musulmane, mais l'idée de Sorority, c'est partir de notre point de départ, femmes de culture musulmane, parce qu'on a envie de dire, mais ne nous séparons surtout pas, moi, Belge, France, Belge, oui. Et culture publique, nous sommes principalement, Rosanna est une communauté italienne, elle est migrante italienne, son mari est belge, Caroline, tu es belge. Voilà, nous sommes plusieurs Belges, mais nous sommes, et donc international, Bruxelles est vraiment très très international, c'est même parfois appelé Little New York, hein, donc et c'est une force, c'est une chance, mais surtout, nous, femmes, voilà, c'est l'idée, c'est que nous, femmes, surtout, ne nous divisons pas, ne nous séparons pas, et réfléchissons ensemble comment créer notre société de façon plus amicale et dans ce qu'on appelle la sororité. S'il y a bien quelque chose, on va dire que ce n'est pas une généralité, mais que les femmes ont une vision plus globale parfois et incluante des autres. Hein, c'est un peu une intuition féminine de femme de voir que tout le monde va bien. Hein, se dire, est-ce que tout le monde va bien ici autour? Et donc l'idée, c'est ce qu'on est en point de départ de Sorority, et nous sommes à l'écoute, parce que nous voulons proposer des rassemblements, mais ça ne pourra fonctionner qu'avec les suggestions de tout le monde. Donc, Myriam, si tu as envie de dire quelque chose, tu as la bienvenue. Je pense que je parlais fort. Ça s'enregistre, oui. Petite parenthèse, parce que vous avez parlé de la voix, de la résilience. Moi, j'ai fait un cours de chant lyrique et en discutant avec mon prof de chant, il m'a expliqué que les femmes chantaient de moins en moins fort. On parlait de moins en moins fort. Parce que justement, il y avait cet aspect
toute cette communication, femme qui s'exprime trop fort, femme hystérique, chanteuse à voix, elle casse les oreilles. Un homme qui chante fort, c'est un rocker, c'est quelqu'un qui a de la voix, tandis qu'une femme qui chante fort, c'est une castafiore. Donc je pense que notre chantier est large, dans le sens où promouvoir les femmes artistes, c'est promouvoir non seulement l'égalité à tous les niveaux, notamment dans le fait de pouvoir se revendiquer artiste au même titre qu'un homme, de pouvoir aborder n'importe quelle discipline de la même façon qu'un homme, et aussi de se réconcilier tout simplement avec son histoire. Il suffit de voir comme les femmes ont été gommées de l'histoire de l'art pour se rendre compte quelle injustice la gente féminine a subi aussi dans ce domaine-là. Et donc promouvoir des artistes aujourd'hui contemporaines et les visibiliser pour faire naître des vocations auprès des jeunes filles, des petites filles, ce serait déjà fantastique. Et aussi montrer que l'histoire de l'art a aussi pu bénéficier de l'apport des femmes dans tous les différents courants et les mettre aussi en avant. Et Fatima disait dans la communauté, voilà, les femmes, l'activité artistique pour les femmes, ça doit être quelque chose un peu confidentiel, de l'intime, le mercredi après-midi, et Entre femmes, surtout entre femmes, mais c'est tout sauf vrai, dans le sens où c'est vrai dans des microcosmes où sur le plan socio-économique, on est cantonné à des... où les femmes n'ont pas le temps parce qu'elles sont mères au foyer, je veux dire, les femmes du Golfe, les femmes du Moyen-Orient qui ont de l'argent, elles prennent des cours particuliers avec des profs d'art, elles vont dans des expos, elles ont des œuvres qui sont accrochées au mur. Donc il y a aussi la dimension sociale. Et ça, c'est un apprentissage, c'est faire en sorte que, effectivement, les musées et les académies soient des lieux incluants, soient des lieux qui ne sont pas des façades intimidantes, mais qu'il y ait une perméabilité avec ce qui se passe de l'autre côté des murs. Il faut aussi que l'accessibilité financière. L'art, aujourd'hui, est un passe-temps qui est cher. Et donc, une femme avec des revenus moyens, va faire passer le bien de ses enfants, pas le sien, et puis va penser à une activité qui peut être pécuniaire, ou une formation qui va pouvoir lui permettre d'ajouter une ligne sur son CV. Et donc c'est effectivement ne pas s'oublier, mais c'est élargir le champ des possibles et de se dire il y a ça qui existe, c'est ça qui existe, et c'est aussi à votre portée. Et donc bêtement qu'il y ait des petites bourses pour les enfants, les filles, même les adultes, pour pouvoir avoir accès aux académies, ce serait déjà fantastique. Donc c'est peut-être un travail à faire peut-être avec les CPAS, parce que l'art c'est aussi quelque chose de vital, etc., etc. Donc c'est ne pas uniquement, je pense, il y a des situations qui sont très micro, mais il y a aussi du macro. Et donc, et la question de la femme, elle est transversale. Et la femme dans l'art, c'est aussi quelque chose de très transversal. Et donc, ça ne touche pas qu'une communauté, ça touche aussi des catégories socio-économiques, ça touche aussi les mentalités. Aujourd'hui, par exemple, moi, tu disais les choses changent, évoluent, et heureusement qu'elles évoluent dans le bon sens.
mais pas toujours. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, quand on allume la télé, donc là je mets un peu ma casquette de vieille conne, mais aujourd'hui, quand je vois que pour chanter, une jeune fille, pour pouvoir vendre des disques, doit se mettre à moitié à poil. Oui, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de, mais... Ou elle va retirer son poil. Aussi, oui, mais ça aussi. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est jusqu'où en fait on va continuer à subir cette instrumentalisation du corps de la femme pour pouvoir justement s'exprimer dans telle discipline ou telle discipline. Et donc c'est... D'avoir moins de légitimité si tu es moins jolie. Exactement, on en revient à la question de la légitimité et voilà, la grossophobie, cette jeunesse qui, au travers des réseaux sociaux, est encline de plus en plus à un problème d'image, à avoir recours à la chirurgie esthétique, etc. Et c'est de se dire, ok, cette acceptation et le fait de ce souci dont tu parlais, France, à savoir d'être bien, et que les autres soient bien, et dans ce côté, dans cette préoccupation d'inclusion, c'est aussi de se dire, venez comme vous êtes, et qui que vous soyez, et faisons des choses ensemble, et puis de là, il y aura émulsion et stimulation, et chacun en sortira grandi. Et tandis que cette standardisation par la norme commerciale ou autre, voilà. Et donc c'est plein de combats, mais voilà, déjà la promotion des artistes et leur visibilisation dans des milieux où justement on pense que l'art c'est quelque chose d'abstrait, que c'est quelque chose qui n'est pas pour nous, alors que chaque civilisation est marquée et se définit en fait par ce qui la singularise sur le plan culturel. Et c'est rappeler tout ça. Voilà. Excusez-moi, est-ce que je peux rajouter deux éléments qui me sont venus à l'esprit? Oui, vas-y. L'aspect économique en fait, parce que bon, il y a quand même l'aspect économique qui est à prendre en compte. C'est mon avis personnel, je vous le partage, je vous dis ce que vous en pensez. En fait, je pense que d'une part, chaque individu est artiste dans son cas qu'il est né. Après l'art, ça peut c'est ce que je disais hier en plus quand on se baladait à Bruxelles. Et je pense que chaque individu est capable de à la fois développer un côté donc artistique propre où il n'y a pas une recherche pécuniaire dedans mais juste une recherche de partage d'énergie, et d'autre part le côté pécunier pour ne jamais avoir ce stress de se dire moi en fait ma vie financière, mon loyer je peux le payer que via mon art, mais qui est toujours ce côté où bon, voilà, on a toujours deux échappatoires, que jamais l'art ne soit quelque chose autour de l'argent. Ça, c'est un souci que je me suis beaucoup travaillé dans ma tête. Et je me dis finalement, Dieu merci que j'ai fait des études parce que j'aurais pas aimé en fait être exclusivement dans l'art finalement, parce que ça aurait été un stress ou peut-être aussi un orgueil qui se serait développé qui me fait pas plaisir, ne me rend pas heureuse. Ça m'aurait permis aussi, ça m'aurait peut-être amené à être détachée de la réalité. Ça, c'est une première réflexion. Et la seconde, à un moment, quand tu disais qu'il faudrait peut-être proposer des bourses pour intégrer les gens dans les écoles, et je me suis dit, mais ouais, pourquoi pas, c'est pas bête en fait. Parce que finalement, au départ, si on a une pensée totalement capitaliste, on se dit, attendez, on va faire de l'argent sur l'art et tout, ça va 2 secondes. En fait, finalement, l'art, ça participe à l'éducation aussi, l'éducation des pensées, éventuellement aussi de faire passer des messages à la politique et de la reconstruire mieux. Donc en fait, ça a un impact sur la société, la sociologie, et finalement, ça peut peut-être économiser sur le plan guerre. Parce que en fait, les guerres, les catastrophes ou les conflits arrivent à cause d'un manque de connaissances. Et le manque de connaissances arrive par un manque d'accessibilité. Et l'art permet l'accessibilité à certaines connaissances qu'on n'arrive pas à avoir via la lecture parfois, ou via un enseignement académique, de rester assis sur une chaise à écouter un professeur toute la journée ou parler de punition. Enfin bon, voilà. Donc finalement, je pense vraiment que l'investissement dans l'art est nécessaire. Et je rejoins ton avis et ce que tu dis.
puisque Merci. on économiserait. Pardon, pour revenir à ta question, qu'est-ce qui me fait, moi, en tout cas, vous fait voir un sororicity? Moi, je voudrais bien voir cette multiculturalité que c'est moi ici, que ça m'a amené à penser aussi, et je pense que c'est le mythe du monde entier ici. Et interculturalité des différentes aussi poésies, danses, je ne sais pas, des différentes cultures, femmes, et pourquoi pas les hommes. Ah oui, ce serait bien. Mais parce que la cause et la sororité. Ce serait quand même idéal qu'en fin de compte, on puisse avoir ce genre de discussion. Avec des amis. Merci, monsieur d'être là. Oui, bravo. En fait, finalement, c'est en connaissant l'autre, en le rencontrant, qu'on comprend ses problèmes. Et c'est toujours entre femmes qu'on parle de la même chose. Et nous, on est tous convaincus. C'est mon rôle de transformatrice et de tortionnaire qui a fait qu'il y a un monsieur ici. Ah, Parce que nous sommes obligés d'être des créatrices et des tortionnaires pour avoir des hommes dans notre public, c'est ça aussi. Mais je pense que on devrait s'adresser parce que nous, on est convaincus, je pense. Donc, ce serait quand même intéressant de s'ouvrir à des hommes qui seraient prêts à entendre. Ce qu'il y a, c'est que bon, bien sûr, le site Culture et Public a été créé par Olivier Guémelin. Et nous avons Élie, je ne sais jamais dire son nom, qui a un nom magnifique, et Daniel Soal, qui est parrain aussi de l'association. Et Daniel Soal fait partie intégrante de Culture et Public. Et avec Olivier, il mène une enquête qualitative auprès des femmes artistes en Tunisie, et vraiment sur la question de regard post-révolution. Et en fait, effectivement, en tant que femme, on peut s'entendre, on peut se trouver, on peut échanger avec les artistes. Et effectivement, dans Sororicity, de ce que j'entends, c'est d'abord peut-être créer plus d'échanges multiculturels, polyartistiques aussi, sur base de ce qu'on fait déjà. Enfin, chez Culture et Public, on a un lieu pour le faire, on a des personnes pour accompagner pour le faire. Espérons toucher un maximum du public, mais déjà, pour moi, c'est faire, et puis après, on entendra parler de nous. Et effectivement, je suis heureuse de votre proposition, parce que je pense qu'elle est pleine de sens, c'est d'accueillir les hommes. Mais que ce ne soit pas les hommes qui préparent pour les femmes, mais que les femmes accueillent les hommes, à venir prendre leur place dans une société où ils ont toute leur place, et qui pourraient l'aborder autrement. C'est plutôt dans une... parce que je pense sur un pied d'égalité avec beaucoup d'humilité tous. Et en fait, l'humilité ne veut pas dire d'être petit, ça veut dire d'être juste tel qu'on est. Et tel qu'on est, et d'accueillir, de ne pas se jouer avec des masques, de porter des voiles, mais peut-être enlevons les masques. Tout le monde, c'est pire. Je pense qu'on pourra avancer, je veux dire, au niveau faire avancer l'art dans la communauté, je veux dire, tous réunis, uniquement avec eux, ensemble. Parce que le Covid nous a montré que l'art n'était pas essentiel. Mais on ne doit pas se voiler la face. Oui, on parle, c'est bien beau ce qu'on dit, mais la réalité politique, elle est là. Et ça, on ne pourra pas. Pardon ? C'est parce que les artistes, les autres, non, parce qu'il y a eu quand même, des mobilisations, mais ça n'a pas été entendu de toute façon, parce que le président était l'art, politique en tout cas, l'art n'est pas essentiel pour les sensations. Voilà, c'est pour ça que je dis on peut faire avancer cette question uniquement avec les hommes, ensemble. Mais toute seule en tant que femme, je pense que c'est un vrai perdu. Sincèrement, il faut commencer à réfléchir de manière stratégique et à se réunir vraiment à faire des choses ensemble. Donc, moi je vais poser la question, une toute dernière question, parce qu'on fait parler pendant des heures, et on a souvent l'occasion encore de se revoir, et de partager, d'entendre encore d'autres artistes, et d'avoir vraiment plus d'échanges ping-pong. C'est que, êtes-vous d'accord, et partante, qu'on se retrouve de façon ponctuelle pour réfléchir à la construction d'un projet commun, pour faire avancer cette cause d'art, d'émancipation par l'art
et faire avancer la société ensemble, en se soutenant mutuellement, sans que ça prenne la place dans le temps. Oui, en fait, c'est ça, ça c'est une très bonne stratégie, parce que c'est parler de l'avenir et pas tout le temps de ce qui s'est passé, qu'on a déjà parlé 1000 fois, je sais pas. Mais maintenant, c'est OK, on est ça, on est là. Qu'est-ce qu'on fait pour mais sensibiliser la société? C'est ça l'action précise et cette possibilité de parler, c'est ça, la sensibilisation, c'est des petits actes. Voilà. Alors allons-y vers Sorocity. Ah oui. Ensemble. Merci beaucoup mesdames. Vous avez déjà